Et si je te disais que la façon dont tu cuisines en dit long sur l'époque dans laquelle tu vis? Car autrefois, on cuisait dans la terre, puis dans des pots, puis avec des algorithmes. De la cendre aux imprimantes 3D, voici l'évolution fascinante de notre cuisine à travers 500 000 ans d'histoire. Cuisiner, ce n'est pas juste préparer un repas, c'est reproduire un geste millénaire hérité de ceux qui, un jour, ont osé poser un morceau de viande sur des braises brûlantes. À travers les âges, la cuisine a été un miroir, de la survie à l'art de vivre, du chaudron de boue au robot intelligent. Dans cette vidéo, on va remonter le temps pour comprendre comment les humains ont appris à transformer les aliments et pourquoi cela a changé bien plus que notre façon de manger. Bien avant les marmites, les recettes ou même le langage écrit, une révolution silencieuse a tout changé. La maîtrise du feu. Les premières traces de foyers domestiqués remontent à environ 500 000 ans, notamment sur le site de Gesher Benot Yaakov en Israël. D'autres preuves, comme à Zhukudian en Chine ou à Terra Amata en France, indiquent que l'Homo erectus utilisait déjà les feux contrôlés pour diverses fonctions. Mais ce n'est pas pour faire griller un steak. Le feu, au départ, servait à se chauffer, éloigner les prédateurs et éclairer la nuit. C'est avec le temps que l'idée de cuire les aliments est apparue. Et ce fut une avancée biologique autant que culturelle. Cuire la nourriture, notamment la viande, la rendait plus digeste. Elle devenait plus tendre, plus facile à mâcher et nécessitait moins d'énergie pour être assimilée. Des études en paléoanthropologie montrent que cela a probablement contribué à la réduction de la mâchoire et à l'évolution du cerveau humain en libérant de l'énergie pour le développement neuronal. Richard Wrangham, anthropologue à Harvard, a même proposé que la cuisine a créé l'homme, tant elle a influencé notre évolution. À cette époque, on ne cuisinait pas encore au sens moderne. Les aliments étaient posés directement sur les braises ou enfouis sous la cendre chaude, parfois entre des pierres chauffées. Les techniques variaient selon les ressources locales, mais toutes reposaient sur une cuisson primitive, directe, sans ustensiles. Les aliments eux-mêmes étaient simples: viande de chasse, poissons, racines, tubercules. La cuisson permettait aussi d'atténuer certaines toxines naturelles présentes dans des végétaux crus, ce qui élargissait la palette alimentaire des groupes humains. Il ne s'agissait pas encore de gastronomie, mais d'adaptation. Et cette adaptation fut décisive. Elle permit à l'homme de coloniser des environnements plus durs, de survivre aux famines et de développer des rites sociaux autour du feu. Premier prémisse du repas partagé. La cuisine naît donc dans la nuit des temps, non pas pour le plaisir, mais pour vivre mieux. Et cette conquête du feu marque le début d'un long chemin qui nous mènera jusqu'à la haute gastronomie. Avec l'Antiquité, la cuisine franchit un cap. Elle quitte le simple domaine de la survie pour entrer dans la sphère du goût, de la culture et du statut social. L'acte de cuisiner devient réfléchi, structuré, parfois même codifié. En Égypte ancienne, on retrouve des représentations de scènes de cuisine dans les tombes. Les Égyptiens cuisaient leur pain dans des fours en argile, utilisaient des jarres pour mijoter ou bouillir et connaissaient déjà la fermentation. Ils faisaient cuire à la vapeur au-dessus de marmites fermées et conservaient leurs aliments dans des jarres d'argile scellées. L'ail, l'oignon et les herbes comme le cumin ou la coriandre figuraient parmi les assaisonnements courants. En Grèce antique, la cuisine devient un art lié à l'hospitalité. Les Grecs privilégient l'huile d'olive, les légumes secs, les céréales, les poissons grillés. Ils pratiquent la cuisson à l'étouffée, à la broche, mais aussi la friture dans des huiles végétales. On trouve dans certains écrits anciens des recettes sommaires et des réflexions philosophiques sur l'alimentation. Pour Hippocrate, l'aliment est un médicament et l'équilibre du repas reflète l'équilibre du corps. Mais c'est à Rome que la cuisine atteint un sommet de complexité. L'aristocratie romaine, notamment sous l'Empire,
développent une véritable culture culinaire. Des ouvrages comme le De Coquinaria, attribué à Apicius, décrivent des centaines de recettes avec sauce, réduction et mélange d'épices étonnants. Le garum, une sauce fermentée à base de poisson, était omniprésente. Les Romains utilisaient des braseros, des sours en briques et même des ustensiles en bronze pour cuire avec précision. La cuisine devient aussi un marqueur social. Le citoyen aisé affiche son statut par des banquets servis dans des pièces spécialisées, le triclinium, tandis que les classes populaires mangent souvent froid ou consomment des plats tout prêts dans les thermopolia, sortes de tavernes antiques. L'influence culinaire de Rome s'étendra sur tout le bassin méditerranéen, imposant certains standards. Le pain au four, l'huile d'olive, le vin, les légumes secs, autant d'éléments toujours présents dans nos cuisines aujourd'hui. L'Antiquité a donc transformé l'acte de se nourrir en acte de civilisation, et ce raffinement culinaire hérité des empires survivra à leur chute. Au Moyen Âge, la cuisine devient le reflet brutal des inégalités sociales. Entre le banquet d'un seigneur et la soupe d'un paysan, l'écart est immense. La nourriture ne nourrit pas seulement, elle classe. Dans les campagnes, où vit l'immense majorité de la population, l'alimentation est frugale et monotone. Les repas s'articulent autour de bouillies, potages ou pains grossiers, à base de céréales comme l'orge, le seigle ou l'avoine. Les légumes racines, navets, poireaux, oignons, sont bouillis longuement dans un chaudron suspendu dans la cheminée. La viande est rare, souvent remplacée par du lard salé ou du poisson séché. Les paysans cuisinent dans l'âtre, avec très peu d'ustensiles. Le feu ouvert reste central, et les mets mijotent souvent toute la journée, faute de pouvoir être surveillés constamment. À l'inverse, dans les châteaux et les monastères, la cuisine est une affaire sérieuse. On y retrouve des cuisines vastes, dotées de fours à bois, de grandes cheminées, de broches pour rôtir les viandes. Les nobles consomment du gibier, des viandes de boucherie, des tourtes et surtout une profusion d'épices importées d'Orient. Poivre, cannelle, clous de girofle, safran. Ces produits, très coûteux, deviennent des marqueurs de prestige. Paradoxalement, on assaisonne souvent lourdement les plats, non pas pour le goût raffiné, mais pour masquer les saveurs douteuses de viande mal conservée. Le sucre, encore rare, est utilisé comme une épice. Les mélanges sucré-salé sont courants, comme les sauces à base de miel, de vinaigre et de vin. Les grandes cuisines médiévales fonctionnent à la chaîne. Des brigades rudimentaires se mettent en place dans les palais royaux, annonçant les futures organisations de cuisine professionnelle. On utilise déjà des moules, des emporte-pièces, des passoires et de la vaisselle spécialisée. Les monastères, quant à eux, jouent un rôle de conservatoire culinaire. Les moines cultivent, transforment, brassent, boulangent. On leur doit la perpétuation de savoir-faire agricole et culinaire essentiels, notamment en matière de fromage, de bière et d'herboristerie. Ainsi, au Moyen Âge, la cuisine est à la fois un acte de survie pour les uns et un outil de distinction pour les autres. Mais dans les deux cas, elle s'adapte aux contraintes et continue de façonner les sociétés. Du XVIIe au XXe siècle, la cuisine change de visage. Ce n'est plus seulement l'histoire d'un feu et d'un chaudron, mais celle de la technique, de la précision et de la vitesse. 3 révolutions majeures redéfinissent les manières de cuisiner: la codification gastronomique, l'industrialisation, puis l'électrification domestique. Tout commence au XVIIe siècle avec l'émergence d'une gastronomie raffinée. D'abord dans les cours royales, puis dans les grandes maisons aristocratiques. En France, on voit apparaître les premiers traités culinaires modernes. Le chef Lavarenne pose les bases de la cuisine française, bientôt codifiée par Carême, puis Escoffier, qui organise la cuisine comme une brigade militaire, chef, saucier, rôtisseur, etc. Les techniques se diversifient: cuisson en croûte, réduction, bain-marie, cuisson en papillote. On perfectionne les sauces, les pâtisseries, les bouillons.
Le four domestique commence à remplacer la cuisson au feu ouvert. La cuisine devient une science du détail, réservée à une élite formée. Mais tout bascule au XIXe siècle avec la révolution industrielle. L'essor des villes et des usines transforme les habitudes alimentaires. Le besoin de conserver les aliments sur de longues distances pousse à l'invention de techniques de conservation. Apertisation, mise en conserve, stérilisation, pasteurisation. L'aliment devient un produit. Au XXe siècle, la diffusion de l'électricité et du gaz dans les foyers modifie le rapport au temps. Cuisinières, réfrigérateurs, congélateurs puis fours micro-ondes permettent une cuisine plus rapide, plus accessible, mais aussi plus standardisée. On voit apparaître les plats surgelés, les conserves prêtes à l'emploi et une dépendance croissante aux produits transformés. Dans les années 50-60, les marques agroalimentaires inondent les foyers de produits pratiques. Soupe en poudre, purée déshydratée, repas complets à réchauffer. C'est l'avènement de la cuisine minute, symbole de modernité, mais aussi d'un affaiblissement du lien entre le cuisinier et l'aliment brut. Paradoxalement, ces progrès techniques rendent la cuisine à la fois plus facile et plus éloignée de ses racines. Ce n'est plus une transmission de gestes, mais un usage d'outils. La convivialité du feu laisse place à l'efficacité de la machine. Ainsi, cette période marque l'entrée de la cuisine dans l'ère de la consommation. Mais ce confort apparent soulève une question. À force d'aller vite, que sommes-nous en train de perdre? La cuisine du XXIe siècle est profondément ambivalente. D'un côté, on assiste à un retour assumé vers la nature, les produits bruts, les circuits courts. De l'autre, les innovations technologiques et scientifiques redessinent les contours de ce qu'on appelle cuisiner. Le début du siècle est marqué par la montée en puissance du mouvement locavore, du bio et de la cuisine santé. Les scandales alimentaires, l'industrialisation excessive et la méfiance envers les produits transformés ont conduit des millions de personnes à revenir vers une cuisine artisanale, plus respectueuse des saisons et des origines. Les techniques traditionnelles reviennent en force. Fermentation maison, levain naturel, fumage, cuisson lente. Des gestes oubliés sont réappris, souvent aidés par Internet, les blogs ou les réseaux sociaux. La cuisine redevient un acte de soin, un rituel personnel, autant qu'un acte politique. Mais dans le même temps, la technologie bouleverse les pratiques. La cuisson sous vide à basse température, autrefois réservée aux restaurants étoilés, devient accessible aux particuliers. Les robots multifonctions, les plaques à induction, les friteuses sans huile et les balances connectées envahissent les plans de travail. L'objectif, précision, gain de temps, automatisation. Dans les laboratoires et les cuisines expérimentales, des chefs comme Ferran Adrià ou Heston Blumenthal ont popularisé la gastronomie moléculaire, qui déconstruit les plats traditionnels pour jouer avec les textures, les températures et les formes. Plus récemment, les imprimantes alimentaires 3D ont fait leur apparition dans certains restaurants futuristes. L'innovation touche aussi les ingrédients. Steaks végétaux à base de pois ou de soja, viande cultivée en laboratoire, insectes séchés riches en protéines, algues nutritives. La cuisine devient un terrain d'exploration pour répondre aux défis écologiques et alimentaires mondiaux. Et au croisement de toutes ces tendances, une question persiste. Que veut-on vraiment? Une cuisine plus rapide et automatisée ou une cuisine plus lente et enracinée? Faut-il confier nos recettes à l'intelligence artificielle ou à la mémoire de nos grands-parents? Le XXIe siècle ne tranche pas. Il expérimente, il cherche un équilibre. Entre high-tech et terroir, entre food porn et jeûne intermittent, entre Uber Eats et pain fait maison, la cuisine devient un miroir de nos contradictions modernes. Depuis les premiers foyers de l'Homo erectus jusqu'aux imprimantes 3D d'aujourd'hui, la cuisine a toujours été bien plus qu'un simple moyen de se nourrir. Elle a accompagné chaque étape de notre évolution, révélant nos besoins, nos croyances, nos hiérarchies et nos rêves. Elle a permis à l'homme de survivre, de s'organiser, de transmettre. Elle a façonné des civilisations entières, dicté des échanges commerciaux,
inspiré des religions, fait naître des cultures. Et même quand elle s'est industrialisée ou technicisée, elle a continué à dire quelque chose de nous. Car cuisiner, c'est un acte profondément humain. C'est transformer avec nos mains ou nos machines une matière brute en quelque chose de nourrissant, de réconfortant, parfois même de sacré. C'est aussi un acte de mémoire, de transmission, un lien entre les générations. Alors aujourd'hui, que tu utilises un feu de bois, un four à vapeur ou une IA pour planifier tes repas, pose-toi cette question simple. Qu'est-ce que ta cuisine dit de toi? Et si elle pouvait, plus que jamais, être un espace de liberté, de conscience et de plaisir? Si cette vidéo t'a appris quelque chose, abonne-toi pour ne pas rater les prochaines explorations historiques et culturelles de notre quotidien. Laisse un like, ça aide l'algorithme à faire vivre le savoir. Et dis-moi en commentaire, quelle époque culinaire te fait rêver? La simplicité d'avant ou le futur des chefs augmentés? Et si tu veux prolonger le voyage, regarde cette autre vidéo à l'écran. L'évolution des habitudes alimentaires à travers les siècles. Un complément parfait à ce que tu viens de découvrir.